En avril 1942, à bord du cuirassé Yamato, ancré à Hashirajima dans la mer intérieure du Japon, l'amiral Isoroku Yamamoto était assis seul dans sa cabine, fixant le plan opérationnel de ce qui deviendrait l'opération Mi, l'attaque de Midway. Le plan était massif, complexe et élégant. Sur le papier, c'était un chef-d'œuvre de stratégie navale. Flotte multiple, attaque de diversion, une bataille décisive qui attirerait les derniers vestiges de la flotte américaine du Pacifique vers leur destruction. Mais tandis que Yamamoto lisait les détails, une angoisse froide s'installa dans son estomac. Il était officier de marine depuis plus de 30 ans. Il avait planifié des opérations, commandé des flottes, étudié la stratégie. Et tout, dans ce plan, semblait faux. Trop complexe, trop d'éléments mobiles, trop d'hypothèses. Et le plus troublant, il reposait sur une prémisse que Yamamoto, contrairement à la plupart de ses collègues, savait être dangereusement fausse. Que l'Amérique était faible, démoralisée et incapable de riposter efficacement. Yamamoto le savait mieux car, contrairement à la plupart des officiers japonais, il avait réellement vécu en Amérique. Il avait étudié à Harvard. Il avait servi comme attaché naval à Washington. Il avait voyagé à travers le pays, vu les usines, les champs pétrolifères, l'immense infrastructure industrielle. Et il avait compris avec une clarté qui le terrifiait. Le Japon avait réveillé un géant endormi. Un géant qui, une fois pleinement réveillé, écraserait le Japon sous un avalanche d'acier, de pétrole et de puissance industrielle qu'aucun esprit combatif japonais ne pourrait surmonter. Il avait essayé d'avertir ses supérieurs avant Pearl Harbor. Il leur avait dit que le Japon ne pouvait gagner qu'une guerre courte, 6 mois, peut-être 1 an. Après cela, la production industrielle américaine les submergerait. Ils avaient écarté ces inquiétudes. L'attaque de Pearl Harbor avait été un succès stupéfiant. Les victoires qui suivirent à travers le Pacifique et l'océan Indien avaient convaincu tout le monde que Yamamoto était pessimiste. Maintenant, en examinant le plan de Midway, Yamamoto savait que la fenêtre se refermait. Et cette opération, ce pari trop ambitieux, pourrait être l'erreur qui la claquerait pour toujours. Mais il était piégé. Le plan avait déjà été approuvé par le quartier général impérial. L'empereur lui-même avait été informé. S'y opposer maintenant, c'était remettre en question le jugement de ses supérieurs et la sagesse du haut commandement. Dans la marine impériale japonaise, une telle dissidence n'était pas simplement découragée. Elle mettait fin à une carrière, voire à une vie. Alors, Yamamoto fit ce que les hommes compétents ont toujours fait quand ils sont pris au piège de systèmes qui punissent la vérité. Il obéit aux ordres. Il prépara la flotte. Et il espéra, désespérément, que ses craintes étaient infondées. Elles ne l'étaient pas. Yamamoto avait étudié le plan opérationnel de Midway avec l'œil de quelqu'un qui comprenait à la fois la doctrine navale japonaise et les capacités américaines. Et à chaque lecture, les problèmes devenaient plus apparents. Le plan reposait sur plusieurs hypothèses clés. Premièrement, que les codes navals japonais étaient sûrs et que les Américains n'avaient aucune idée d'une attaque imminente. Deuxièmement, que les porte-avions américains étaient toujours à Pearl Harbor et pouvaient être pris par surprise. Troisièmement, que l'attaque de diversion sur les Aléoutiennes attirerait les forces américaines vers le nord. Quatrièmement, que les défenses de Midway pourraient être rapidement neutralisées. Et cinquièmement, que lorsque les navires américains réagiraient, ils seraient pris au dépourvu et détruits. Yamamoto avait de sérieux doutes sur chacune de ces hypothèses. Lors d'une réunion de planification avec son état-major, il avait exprimé ses inquiétudes sur la sécurité des codes. Et si les Américains avaient cassé le JN-25? Et s'ils savaient que nous arrivions? Son chef d'état-major, le vice-amiral Matome Ugaki, avait été dédaigneux. Le code est incassable, nos cryptographes nous l'ont assuré, et même si les Américains interceptent des messages, ils ne peuvent pas les décrypter à temps pour que cela compte. Yamamoto avait insisté. Les Américains ne sont pas stupides. Ils ont des décrypteurs compétents. Nous devrions supposer que nos communications sont compromises et planifiées en conséquence. Ugaki était devenu impatient. « Amiral, avec tout le respect dû, vous êtes trop prudent.
Nous avons obtenu la surprise totale à chaque opération depuis Pearl Harbor. Il n'y a aucune raison de penser que ce sera différent. Mais Yamamoto savait qu'il y avait une raison. Le raid de Doolittle le mois précédent, lorsque des bombardiers américains avaient frappé Tokyo elle-même, avait été un coup psychologique dévastateur. Les bombardiers avaient décollé de porte-avions. Des porte-avions qui, d'une manière ou d'une autre, s'étaient approchés du Japon sans être détectés, puis s'étaient échappés. Cela suggérait des capacités de renseignement et opérationnelles américaines bien supérieures à ce que les planificateurs japonais imaginaient. Yamamoto avait aussi remis en question la complexité du plan, des flottes multiples dispersées sur des milliers de kilomètres d'océan, toutes opérant sur des horaires précis sans communication radio. La marge d'erreur était infime. « Et si le timing est décalé ?» avait-il demandé. « Et si un élément est retardé ?» Le plan entier dépend d'une coordination parfaite. À nouveau, ces inquiétudes avaient été balayées. Nos marins sont les meilleurs du monde. Ils exécuteront le plan comme prévu. L'hypothèse la plus troublante pour Yamamoto concernait la localisation des porte-avions américains. Le plan supposait qu'ils étaient à Pearl Harbor et mettraient des jours à atteindre Midway après le début de l'attaque. Mais s'ils n'y étaient pas, si le renseignement américain les avait prévenus, s'ils étaient déjà en mer, à attendre? Nous avons besoin de meilleures reconnaissances, avait insisté Yamamoto. Nous devons savoir exactement où sont les porte-avions américains avant de nous engager dans l'attaque. Mais le plan de reconnaissance était déjà défaillant. Un vol d'hydravion prévu au-dessus de Pearl Harbor pour vérifier la position des porte-avions avait été annulé par crainte de détection. Un rideau de sous-marins censé repérer les navires américains quittant Pearl Harbor avait été positionné trop tard. Les Américains avaient déjà appareillé. Yamamoto voyait la catastrophe se profiler, mais il ne pouvait l'arrêter. Le plan avait pris son élan. La flotte était assemblée, le sort en était jeté. Dans un moment privé avec l'un de ses officiers les plus fiables, Yamamoto avait été d'une honnêteté sinistre. Cette opération me trouble. Nous faisons trop d'hypothèses sur la faiblesse de l'ennemi et notre propre invincibilité. Si une seule de nos hypothèses est fausse, si les Américains nous attendent, cela pourrait très mal finir. Mais sûrement, amiral, notre force de porte-avions est supérieure. Le Kido Butai n'a jamais été vaincu. Yamamoto avait regardé la flotte assemblée, la force navale la plus puissante que le Japon ait jamais rassemblée. Jamais vaincu, oui, mais aussi jamais testé contre un ennemi qui sait que nous arrivons. La maladie de la victoire a infecté notre planification. Nous croyons notre propre propagande, et c'est là que les erreurs arrivent. 2. Avant le lancement de l'opération, une série de Kriegspiel, simulations de guerre, fut menée à bord du Yamato. Ces exercices devaient tester le plan, identifier les faiblesses et affiner les tactiques. Ce qui se produisit réellement fut un avant-goût du désastre à venir et une démonstration de la profondeur de la maladie de la victoire dans la planification japonaise. Yamamoto observa les jeux avec un malaise croissant. L'officier jouant le rôle américain, tentant de penser comme un commandant américain, fit un mouvement audacieux. Il lança une attaque surprise de porte-avions sur la flotte japonaise pendant qu'elle récupérait ses avions après l'attaque de Midway. Les arbitres calculèrent les résultats. 2 porte-avions japonais seraient touchés et mis hors de combat, peut-être coulés. La frappe japonaise serait retardée ou perturbée. Le plan méticuleusement chorégraphié s'effondrerait dans le chaos. C'était une prévision stupéfiante de ce qui allait se produire dans la vraie bataille. Mais le vice-amiral Ugaki, servant d'arbitre en chef, annula simplement les résultats. Un tel scénario est irréaliste, déclara-t-il. Le moral américain est brisé. Ils ne seront pas aussi agressifs. Les porte-avions sont rétablis en état opérationnel. Yamamoto avait observé cette intervention avec consternation. Le jeu de guerre venait de leur montrer précisément ce qui pourrait mal tourner. Et plutôt que de le prendre en compte, plutôt que d'ajuster le plan, ils avaient simplement effacé le problème. Il avait parlé avec prudence.
Peut-être devrions-nous considérer ce qui se passerait si les porte-avions américains attaquaient pendant notre moment le plus vulnérable. Comment répondrions-nous? Ugaki avait été catégorique. Amiral Yamamoto, le scénario est trop improbable pour mériter une considération sérieuse. Nous planifions pour des éventualités réalistes, pas pour des fantasmes de pire cas. Mais pour Yamamoto, qui comprenait l'esprit combatif américain mieux que ses collègues, ce n'était pas un fantasme. C'était exactement ce qu'un commandant américain agressif et bien informé ferait. Frapper au moment de la vulnérabilité maximale japonaise, quand leur pont était encombré d'avions en cours de ravitaillement et de réarmement. Le jeu de guerre leur avait donné la réponse. On leur avait montré leur faiblesse. Et ils avaient choisi de l'ignorer, car l'admettre aurait signifié reconnaître que le plan était vicié. Et dans la marine impériale japonaise de 1942, remettre en question un plan approuvé équivalait à remettre en question la volonté divine de l'empereur. Yamamoto quitta les jeux de guerre avec un pressentiment funeste qu'il ne pouvait chasser. Il s'apprêtait à naviguer vers la bataille sur la base d'un plan qui s'était déjà révélé vulnérable, mais dont les vulnérabilités avaient été délibérément ignorées. Le 4 juin 1942, Yamamoto se tenait sur la passerelle du Yamato, le cuirassé le plus puissant jamais construit, à 500 km derrière la force de frappe des porte-avions. Le corps principal de la flotte combinée était déployé autour de lui, cuirassés, croiseurs, destroyers. Une puissance de feu écrasante. Tout inutile, car ce ne serait pas un combat de cuirassés. C'était une bataille de porte-avions. Et les porte-avions de Yamamoto étaient trop loin devant pour qu'ils puissent influencer l'action. C'était un autre défaut du plan. La flotte était dispersée sur de telles distances que les différents éléments ne pouvaient pas se soutenir mutuellement. Les cuirassés de Yamamoto, qui auraient pu fournir une défense anti-aérienne supplémentaire aux porte-avions, étaient à une journée complète de navigation. Si quelque chose tournait mal, ils ne pouvaient rien faire d'autre que regarder. Les premiers rapports étaient positifs. La frappe sur Midway avait été lancée avec succès. La base était bombardée. Quelques avions américains avaient contre-attaqué, mais avaient été repoussés sans infliger un seul coup. Tout semblait se dérouler selon le plan. Puis vint le message qui changea tout. Force ennemie de 10 navires repérés. Yamamoto sentit son sang se glacer. Les Américains étaient déjà là, pas à Pearl Harbor, pas à des jours de distance, là, maintenant, en train d'attendre. Sa pire crainte s'était réalisée. Les Américains savaient. Ils avaient cassé le code. Ils avaient tendu un piège, et le Kido Butai y était entré de plein fouet. Quelques minutes plus tard, un autre message. La force ennemie comprend ce qui semble être un porte-avions. L'état-major de Yamamoto éclata en discussion. Comment est-ce possible? Le renseignement était clair. Les porte-avions américains étaient censés être au port. C'est impossible. Mais Yamamoto savait que ce n'était pas impossible. C'était exactement ce qu'il avait craint. Les Américains avaient lu leur courrier. Ils savaient où et quand se trouver. Et maintenant, l'amiral Nagumo, commandant la force de porte-avions, faisait face à la bataille de sa vie contre un ennemi qui avait obtenu la surprise totale. Yamamoto donna l'ordre d'augmenter la vitesse pour tenter de réduire la distance. Mais il savait que c'était futile. Même à vitesse maximale, le Yamato ne pouvait atteindre la zone de bataille avant la nuit. Quoi qu'il arrive là-bas, Nagumo était seul. La matinée s'éternisa avec une lenteur angoissante. Les messages de la force de porte-avions étaient sporadiques, confus. Des bombardiers torpilleurs américains attaquaient. Ils étaient repoussés. Nagumo récupérait ses avions d'attaque et préparait une contre-attaque. Puis, à 10h30, un message qui stoppa le cœur de Yamamoto. Akagi, Kaga et Soryu touchés par des bombardiers en piqué. Incendie violent. Un silence tomba sur la passerelle du Yamato. Personne ne bougea. Personne ne parla. 3 porte-avions touchés simultanément. Ce n'était pas possible. Cela ne pouvait pas arriver. Mais c'était le cas. En quelques minutes, d'autres détails arrivèrent. Les 3 porte-avions brûlaient, hors de contrôle.
Des explosions secondaires de munitions entreposées les déchiraient. Les groupes aériens étaient évacués. Les navires étaient abandonnés. Yamamoto restait immobile, fixant les messages. En l'espace de peut-être 5 minutes, le cœur de la force de porte-avions japonaise avait été arraché. Le Kido Butai, invincible pendant 6 mois, avait été détruit. Son état-major le regardait, attendant des ordres, une direction. Mais quels ordres pouvait-il donner? Il était à 500 kilomètres. La bataille était perdue. Le plan s'était effondré exactement comme il l'avait craint. Un de ses officiers, la voix tremblante, demanda « Amiral, devons-nous poursuivre l'invasion? Peut-être que les cuirassés peuvent fournir un appui-feu. » Yamamoto secoua la tête. Sans porte-avions, sans couverture aérienne, la force d'invasion serait massacrée par la puissance aérienne américaine. L'opération était terminée. Plus que terminée, c'était une catastrophe. Ordonnez à l'amiral Nagumo de retirer les forces restantes. Annuler l'invasion. Toutes les unités doivent se retirer vers l'ouest. C'était l'un des ordres les plus difficiles qu'il ait jamais donnés, l'aveu d'une défaite totale. Mais il n'y avait pas d'alternative. Continuer aurait aggravé le désastre. Alors que les rapports continuaient d'affluer tout au long de la journée, l'ampleur de la défaite devint claire. Pas 3, mais 4 porte-avions. Le Hiryu, après avoir lancé une contre-attaque désespérée, avait aussi été touché et coulait. Plus de 3000 hommes étaient de morts ou mourants, et avec eux, les aviateurs navals les plus expérimentés du Japon, le noyau irremplaçable de la puissance aérienne navale japonaise. Cette nuit-là, seul dans sa cabine, Yamamoto fit face à la réalité de ce qui s'était passé. Le plan dont il avait douté, l'opération qu'il avait remise en question, avait échoué exactement comme il l'avait craint. Et parce qu'il avait manqué de courage pour s'y opposer plus fermement, parce qu'il avait privilégié sa position par rapport à ses convictions, des milliers d'hommes étaient morts, et la position stratégique du Japon était ruinée. Il repensa à son temps en Amérique, aux usines qu'il avait visitées, aux champs pétrolifères, aux chantiers navals. Il avait essayé de dire à ses collègues que le Japon ne pouvait gagner une guerre longue contre une telle puissance industrielle. Il l'avait écarté comme trop prudent, trop impressionné par la puissance matérielle américaine. Mais il avait eu raison, et Midway venait de le prouver. Les Américains avaient perdu un porte-avions, l'USS Yorktown. Mais ils en avaient d'autres en construction, bien d'autres. Des porte-avions de classe Essex étaient déjà en chantier, des dizaines. Le Japon venait de perdre 4 de ses 6 grands porte-avions. Les 2 restants, Shokaku et Zuikaku, avaient été endommagés lors de batailles précédentes et n'étaient pas présents à Midway. Le programme de construction de porte-avions japonais ne pourrait remplacer les navires perdus avant des années, et même s'il le pouvait, où trouverait-il des pilotes pour égaler les vétérans expérimentés qui venaient d'être perdus? L'arithmétique était brutale. L'Amérique pouvait se permettre des pertes. Le Japon, non. Et la fenêtre d'une victoire japonaise, toujours étroite, venait de se refermer d'un coup. Dans les jours suivants Midway, Yamamoto fit face à une autre décision déchirante. Comment rapporter le désastre au quartier général impérial et à l'empereur? La vérité intégrale serait catastrophique pour le moral. Elle validerait tous les avertissements qu'il avait donnés et qui avaient été ignorés. Elle prouverait que les capacités américaines avaient été sous-estimées et que l'invincibilité japonaise était un mythe. Et le plus dangereusement, elle soulèverait des questions sur toute la stratégie de guerre. L'état-major de Yamamoto l'exhorta à minimiser les pertes dans le rapport officiel. Nous pouvons dire que nous avons perdu 2 porte-avions, pas 4. Nous pouvons mettre en avant les dégâts infligés aux Américains. Nous pouvons le présenter comme un revers tactique, pas un désastre stratégique. Yamamoto savait que c'était mal. Il savait que cacher la vérité empêcherait la marine de tirer les bonnes leçons, d'apporter les changements nécessaires. Mais il comprenait aussi la réalité politique. Révéler pleinement l'ampleur de la défaite causerait le chaos au haut commandement, pourrait même menacer tout l'effort de guerre. Finalement, il compromit. Le rapport officiel reconnaissait la perte des 4 porte-avions, mais minimisait la perte des pilotes et des équipages.
Il mettait en avant les dommages subis par Yorktown et suggérait que les Américains avaient subi des pertes proportionnelles. C'était un mélange de vérité et d'obscurcissement, une évaluation honnête enveloppée d'un langage de sauvetage d'honneur. Mais même cette honnêteté partielle était trop pour certains au haut commandement. Les officiers survivants de la bataille furent mis en quarantaine à leur retour au Japon. Il leur fut interdit de discuter de ce qui s'était passé, même avec leur famille. La propagande officielle proclama Midway comme une grande victoire. Les porte-avions perdus restèrent sur la liste officielle de la marine pendant des mois, leur statut indiqué comme ambigu. Cette culture du déni signifia que la marine ne prit jamais pleinement conscience de ce qui avait mal tourné, les défauts du plan, la surestimation de soi, les échecs du renseignement. Rien ne fut correctement examiné, car cela aurait nécessité d'admettre l'ampleur de la défaite. Yamamoto participa à cette dissimulation, et cela le hanta. En tant que professionnel qui valorisait la vérité et l'évaluation précise, il comprenait qu'il répétait les mêmes erreurs qui avaient mené à Midway, ignorer les réalités inconfortables, écarter les preuves qui contredisaient leur vision du monde. Dans des conversations privées avec des officiers de confiance, Yamamoto était franc. Nous avons perdu à Midway parce que nous avons sous-estimé les Américains et surestimé nos propres forces. Nous avons supposé que nos codes étaient sûrs alors qu'ils ne l'étaient pas. Nous avons supposé que les Américains étaient faibles alors qu'ils ne l'étaient pas. Nous avons supposé que nous pouvions livrer une bataille à nos conditions alors que nous ne le pouvions pas. Chaque hypothèse était fausse. « Pouvons-nous gagner cette guerre ?» lui demanda directement un jeune officier. Yamamoto fit une pause avant de répondre. « Non, pas dans l'état actuel des choses. Nous avons gagné une guerre courte pendant les 6 premiers mois, mais cette fenêtre est fermée. Maintenant, nous menons la guerre longue contre laquelle je vous avais mis en garde, contre un ennemi dont nous ne pouvons égaler la capacité industrielle. Chaque navire qu'ils perdent, ils en construisent 3 de plus. Chaque pilote que nous perdons, nous ne pouvons le remplacer. Les mathématiques sont contre nous. Alors que faisons-nous ? Yamamoto n'avait pas de bonne réponse. Nous combattons, nous défendons. Nous espérons une paix négociée avant d'être complètement submergés. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Dans les mois qui suivirent Midway, Yamamoto regarda ses prédictions se réaliser avec une inexorable sinistrité. Les Américains lancèrent leur offensive à Guadalcanal en août 1942. S'ensuivit une campagne brutale et épuisante qui dura 6 mois. Le Japon combattit désespérément pour garder l'île. La marine engagea croiseurs, destroyers et les porte-avions restants dans une série de batailles navales autour de Guadalcanal. Certaines furent des victoires japonaises. La plupart furent des victoires américaines ou des matchs nuls coûteux. Mais la tendance était indéniable. Chaque engagement épuisait le réservoir irremplaçable de pilotes et de marins expérimentés du Japon. Pendant ce temps, les forces américaines se renforçaient. De nouveaux navires arrivaient, de nouveaux avions, des pilotes frais et bien entraînés. L'avantage industriel dont Yamamoto avait prévenu devenait une réalité indéniable. À la bataille des îles Santa Cruz en octobre 1942, les avions des porte-avions japonais endommagèrent gravement l'USS Enterprise et coulèrent l'USS Hornet. Sur le papier, c'était une victoire. Mais les Japonais perdirent 99 avions et leurs pilotes. Les Américains en perdirent 81. Et alors que les pertes américaines seraient remplacées en quelques mois, les pertes japonaises étaient permanentes. Yamamoto appela cela une victoire creuse. Ils gagnaient des batailles, mais perdèrent la guerre. Les mathématiques de l'attrition étaient inexorables. Début 1943, la situation stratégique était claire. Le Japon avait été contraint à la défensive. L'initiative appartenait à l'Amérique. Et la production américaine atteignait des niveaux qui stupéfiaient même Yamamoto, qui croyait pourtant comprendre leur capacité industrielle. Des rapports de renseignement mentionnaient des porte-avions de classe Essex entrant en service à un rythme de presque 1 par mois. Des porte-avions légers de classe Independence convertis à partir de coques de croiseurs en moins de 2 ans.
Des milliers d'avions sortant des chaînes d'assemblage à Willow Run, à Seattle. C'était un tsunami industriel auquel le Japon n'avait aucun espoir de faire face. Yamamoto recevait des rapports sur la production aéronautique américaine. En 1942, les États-Unis avaient produit plus de 47 000 avions militaires. Le Japon en avait produit moins de 9 000. Le ratio empirait, ne s'améliorait pas. D'ici 1943, la production américaine dépasserait 85 000 avions. La production japonaise pourrait atteindre 17 000 avec de la chance. Les chiffres de formation des pilotes étaient tout aussi sombres. Les écoles de pilotage américaines diplômaient des milliers de nouveaux aviateurs chaque mois, chacun avec des centaines d'heures d'entraînement. Les programmes de formation japonais avaient été drastiquement réduits à cause des pénuries de carburant et du besoin urgent d'envoyer des remplaçants au front. Les nouveaux pilotes arrivaient dans les unités de première ligne avec une préparation minimale et leur espérance de vie se comptait en semaines. Yamamoto avait mis en garde contre exactement ce scénario. Une guerre d'attrition prolongée contre une puissance industrielle aux ressources pratiquement illimitées. Ces avertissements avaient été rejetés comme défaitistes. Maintenant, la réalité était indéniable, mais il était trop tard pour changer de cap. Le 18 avril 1943, Yamamoto était à bord d'un bombardier, volant de Rabaul pour inspecter les forces de première ligne dans les îles Salomon. C'était une tournée d'inspection de routine, le genre de choses que les commandants font régulièrement pour maintenir le moral et évaluer la situation tactique. Mais les décrypteurs américains, les mêmes qui avaient cassé le code JN-25 avant Midway, avaient intercepté et décrypté le plan de vol. Ils savaient exactement où Yamamoto serait et quand. Une escadrille de chasseurs P-38 Lightning fut envoyée pour l'intercepter. Ils interceptèrent son avion exactement comme prévu, l'abattirent et tuèrent l'amiral. Que Yamamoto ait su que la fin approchait, qu'il ait soupçonné que les Américains aient une dernière fois lu son courrier, reste inconnu. Mais il y a une ironie tragique dans la façon dont il mourut, tué par le même échec du renseignement contre lequel il avait mis en garde. La même capacité américaine de décryptage qui avait condamné l'opération de Midway lui coûta maintenant la vie. Avec la mort de Yamamoto, le Japon perdit son stratège naval le plus compétent et le seul officier supérieur qui comprenait vraiment la réalité stratégique de la guerre. Ses successeurs étaient soit de sincères croyants en une victoire japonaise inévitable, soit des officiers politiques peu disposés à énoncer des vérités inconfortables. Après la guerre, quand les historiens et analystes militaires examinèrent la bataille de Midway, les craintes et avertissements de Yamamoto furent complètement validés. Chaque inquiétude qu'il avait soulevée était légitime. Chaque hypothèse qu'il avait remise en question était fausse. Les Américains avaient bel et bien cassé le JN-25. Ils savaient pour l'attaque. Ils attendaient. Le plan avait été trop complexe et son exécution avait été compromise par une doctrine rigide et de mauvaises décisions tactiques. Et la bataille avait été le tournant qui condamna la position stratégique du Japon. Les officiers américains qui interrogèrent les commandants japonais survivants furent frappés par un thème récurrent. Beaucoup admettaient que Yamamoto avait été le seul chef supérieur à vraiment comprendre la capacité industrielle américaine et l'impossibilité de gagner une guerre longue. Un officier japonais déclara lors de son compte-rendu d'après-guerre « L'amiral Yamamoto nous a dit avant la guerre qu'il pourrait courir partout pendant 6 mois, mais qu'après cela, il n'avait aucune certitude. Midway s'est produite presque exactement 6 mois après Pearl Harbor. Il avait raison. Mais quand nous avons réalisé qu'il avait raison, il était trop tard. » Les chiffres de production confirmèrent totalement les avertissements de Yamamoto. À la fin de la guerre, les États-Unis avaient produit plus de 300 000 avions militaires. Le Japon en avait produit environ 76 000. La construction navale américaine dépassa celle de toutes les autres nations combinées. L'avalanche industrielle contre laquelle Yamamoto avait mis en garde avait bien enterré le Japon, exactement comme il l'avait prédit. La bataille de Midway avait été le moment critique. Non pas parce que le Japon n'aurait pas pu continuer à se battre après avoir perdu 4 porte-avions,
mais parce qu'elle prouva que chaque hypothèse sous-tendant la stratégie japonaise était fausse. Le moral américain n'était pas brisé, le renseignement américain n'était pas aveugle. La capacité industrielle américaine était encore plus grande que Yamamoto ne l'avait craint. Et pourtant, aucun des avertissements de Yamamoto n'avait été écouté avant qu'il ne soit trop tard. Comme l'amiral Canaris mettant en garde contre la capacité industrielle américaine et étant ignorée. Comme Albert Speer calculant que l'Allemagne ne pouvait gagner une guerre de production et restant silencieux. Comme Adolphe Galland reconnaissant la supériorité aérienne américaine et étant traité de défaitiste. Dans chaque cas, des professionnels compétents voyaient clairement la réalité stratégique, mais étaient piégés dans des systèmes où la vérité était subordonnée à l'idéologie, où la loyauté signifiait être d'accord et où remettre en question des plans approuvés mettait fin à une carrière, ou pire. L'histoire de Yamamoto est une tragédie du savoir sans pouvoir. Il comprenait les capacités américaines mieux qu'aucun autre officier japonais. Il avait averti que le Japon ne pouvait gagner qu'une guerre courte. Il avait prédit qu'une guerre longue se terminerait par une défaite. Il avait remis en question les hypothèses du plan de Midway. Il avait essayé d'injecter des évaluations réalistes dans la planification stratégique. Et il avait été annulé, écarté ou ignoré à chaque fois. Pas parce que ces évaluations étaient fausses, mais parce qu'elles contredisaient ce que les gens voulaient croire. La maladie de la victoire, la conviction d'une supériorité japonaise inévitable, était si profondément ancrée dans la culture militaire que les preuves contradictoires étaient automatiquement rejetées. Le parallèle avec d'autres histoires d'expertise ignorées est frappant. L'ingénieur nazi examinant un P-47 et réalisant que l'Allemagne ne pouvait égaler la technologie américaine. Le général de la Wehrmacht avertissant que l'offensive des Ardennes échouerait par manque de carburant. Le commandant de la Luftwaffe reconnaissant que le Thunderbolt était supérieur aux chasseurs allemands. Dans tous ces cas, le schéma est le même. Des professionnels compétents fournissent des évaluations exactes. Ces évaluations sont écartées car elles contredisent l'idéologie ou la doctrine. Les prédictions se réalisent. Des milliers meurent inutilement. Et les personnes qui avaient raison ne tirent aucune satisfaction de leur validation car elles sont soit mortes, soit témoins de l'effondrement de leur nation. La validation finale de Yamamoto fut amère. Il avait eu raison sur tout, la fenêtre de guerre courte, la puissance industrielle américaine, les défauts du plan de Midway, la guerre d'attrition longue et inévitable. Mais avoir raison n'avait pas sauvé ces hommes à Midway. Cela n'avait pas empêché la guerre. Cela n'avait pas conduit à des négociations de paix avant la défaite totale. Cela lui avait seulement valu l'expérience déchirante de voir chacune de ses prédictions se réaliser, tout en étant impuissant à l'empêcher. La leçon va au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Quand les systèmes punissent la vérité et récompensent la conformité, quand l'idéologie devient plus importante que les preuves, quand la loyauté signifie ne jamais remettre en question les plans approuvés, l'échec catastrophique devient inévitable. Midway ne fut pas perdu dans les 5 minutes d'attaque des bombardiers en piqué du 4 juin 1942. Elle fut perdue pendant les mois de planification, quand des inquiétudes légitimes furent écartées, quand les jeux de guerre furent truqués pour produire des résultats favorables, quand les avertissements du renseignement furent ignorés. Yamamoto vit tout cela. Il le comprit. Et il ne put l'arrêter. Telle est la vraie tragédie de Midway, du côté japonais. Pas la perte des navires ou la mort des pilotes. Mais le fait que tout cela était évitable, si seulement quelqu'un avait été prêt à écouter l'homme qui comprenait à quoi ils étaient vraiment confrontés. En fin de compte, la réalité ne négocie pas. Les mathématiques se moquent de l'esprit combatif. La capacité industrielle l'emporte sur la brillance tactique. Et l'amiral qui savait tout cela, qui avait essayé d'avertir sa nation, fut réduit au silence par les mêmes forces culturelles qui assurèrent la défaite du Japon. Sa sagesse fut validée, mais à ce moment-là, il était bien trop tard.